avoir un vrai impact, tu vois. C'est ça qui me drive dans la vie, c'est de faire du bien aux gens avec des choses naturelles, brutes, authentiques, à revaloriser ça. Le bon comme le mauvais, ça a des impacts sur ta vie perso, ça a des impacts sur ton mood. Difficulté quand t'entreprends, c'est de reconnaître la valeur du taf de l'autre. C'est quoi pour toi une ou un entrepreneur ? C'est quelqu'un qui a pas peur d'y aller. Enfin, si, qui a peur, mais qui y va quand même. C'est quelqu'un qui sautera dans le vide là où personne n'a envie d'aller. Le lien que t'as avec tes clients, est-ce que tu connais tes clients ? Que tu prennes jamais les gens de haut et que tu prennes toujours le temps de répondre à ce moindre DM sur une énième question sur laquelle tu as déjà répondu 17 000 fois parce que les gens prennent la peine de te suivre. Bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Pour cette rentrée, je suis très heureux de vous retrouver pour une série de 6 épisodes en collaboration avec le Soli Hotel. Le Soli Hotel, c'est un nouvel hôtel 4 étoiles qui a ouvert à Paris, 4 rue Salomon de Causse, et qui conjugue l'esprit d'une maison d'hôte et d'un hôtel parisien. Soli, c'était le surnom de Salomon de Causse, un grand voyageur, ingénieur et architecte, qui a insufflé à toute la maison un état d'esprit curieux, créatif et ouvert au monde. Dans cette série de 6 épisodes, vous allez découvrir des entrepreneurs incroyables avec des parcours très différents mais très inspirants. On va parler de sujets tels que le fait de gérer des célébrités, d'avoir pour mission de réduire le gaspillage alimentaire, le fait d'avoir été modèle pour Meta et Google, d'avoir ouvert une chocolaterie luxe dans Paris, d'avoir créé une marque de vinaigre de cidre, ou enfin d'avoir une grande carrière médiatique notamment à la télé et à la radio. Sur ce, je vous souhaite un très bon visionnage et une très bonne écoute. J'espère que ces épisodes vous plairont. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Serial Entrepreneur, le podcast des entrepreneurs. Salut Marina, comment tu vas ? Salut François, ça va super. Je suis très heureux de t'accueillir sur le podcast. Mais moi aussi, je suis trop contente d'être avec toi. Je pense que on va pouvoir faire un épisode très très cool. Je sais que des podcasts, on a fait plein, et notamment chez l'ami Roger, qui était un épisode très très cool. Aujourd'hui, on se retrouve à l'hôtel Soli, qui est rue Salomon de Causse, qui est un très très bel hôtel. On vous mettra quelques images de toute façon en intro, qui nous accueille gentiment pour ce podcast, pour cette session de podcast. Donc ça va être très cool. Je démarre tous mes podcasts avec une première question. C'est de savoir dans quel environnement est-ce que tu as grandi ? Waouh, ok, je m'attendais à présente-toi. Écoute, j'ai grandi dans un environnement verdoyant en Normandie auprès de mes doux parents. Une petite ville entourée de nature, ça s'appelle Les Andelys. Je suis très fière de cette ville, j'ai jamais bougé. Enfin, mes parents sont toujours là-bas. Et baignée d'amour, petite vie simple avec des parents fonctionnaires, voilà. Une grande sœur avec qui on s'engueulait pas mal, mais que j'aime d'amour, et voilà. Comment est-ce que t'as vécu tes études ? Écoute, je les ai vécues un peu... c'est pas des études que j'ai fait par choix. En fait, je pense que j'étais drivée par des mauvais moteurs. Le début de mes études, si j'ai fait des études de psycho, parce que de toute façon, je pensais que c'était une base pour n'importe quoi, de bien savoir... ce qui était la psychologie. Et puis ensuite, j'ai continué à faire des études en politique de santé, politique sociale, parce que je m'étais mis dans la tête d'être directrice d'établissements médico-sociaux. Et en fait, je me suis rendu compte après, c'est ce que j'ai fait, j'ai fini par être directrice d'EHPAD, directrice adjointe d'un hôpital à Paris. Et en fait, je suivais cette voie, non pas par choix, mais parce que je me disais que c'était des environnements que je connaissais. J'avais grandi dedans, mes parents travaillaient dans les maisons de retraite, mes arrière-grands-parents étaient directeurs de maisons de retraite, mes grands-parents aussi. Je me suis dit, c'est juste la lignée, en fait, et donc je vais faire ça. Et du coup, j'ai fait des études qui me plaisaient pas spécialement, mais qui me permettaient assez rapidement d'atteindre un poste où j'avais la sensation de pouvoir contribuer à faire du bien aux gens et puis qui allait m'apporter assez rapidement un statut social, et c'est ce que je recherchais. Et finalement, j'ai pas du tout kiffé ces études. Je séchais dès que je pouvais.
j'ai eu mes diplômes et puis tu vois, t'as le fameux bac+5 et tout, mais entre nous. Et le famoso bac+5. Ouais, c'est ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que on peut faire des études qui nous plaisent, tu vois. Et je pense que j'ai un rêve secret un jour de reprendre des études et de kiffer ça, parce que voilà. On met du temps de toute façon à se trouver, je pense. Tu vois, ouais. c'est quelque chose qui arrive au fil des années, au fil des expériences, au fil des échecs aussi, tu vois. On est super jeune en fait quand on commence à choisir quel va être ton parcours de vie, et surtout que moi ça a été une ligne droite. Tu vois, j'ai pas du tout pris de temps pour partir, prendre une année sabbatique, faire un Erasmus, ouvrir mes chakras. Tu vois, j'ai juste foncé. Et effectivement, ouais, je pense qu'on est un peu. Enfin, moi en tout cas, j'étais pas assez mature pour savoir quel type de vie je voulais mener. Mais en même temps, aujourd'hui, je pense qu'on a tellement des vies complètement en décalage par rapport aux études qu'on a fait que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là. Et puis, il y a une question qu'on nous pose très tôt, c'est qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Ouais. Et du coup, t'es là, tu sais pas trop quoi répondre. T'as le champ des possibles qui s'ouvre à toi, mais en même temps, t'es nul en maths, donc tu peux pas tout faire. C'est ça. Non, mais il y a ce genre de truc, c'est super angoissant, ouais. Tu te souviens de tes premières passions ? Les animaux et les voitures. Ouais, j'étais passionnée. J'ai grandi autour d'animaux. Mes parents élevaient des chiens guides pour les aveugles, etc. On était dans la campagne, donc on avait toujours beaucoup d'animaux. Et les voitures, je sais pas, depuis quand j'étais petite, j'avais une fascination pour les voitures. Je connais encore tous les modèles. Je ne sais pas pourquoi. Alors que j'en veux pas spécialement. Je suis pas, tu vois, mais écoute, ça vient de nulle part. Et fascination voiture et animaux, ouais. Ok. Après tes études, tu fais quoi comme premier job du coup ? Premier job. Tu deviens directrice d'EHPAD ou... Alors, j'ai fait des jobs d'été, oui. Si tu veux, ça c'était très cool d'ailleurs. Petit big up à la Poste, j'ai passé les plus beaux jobs d'été avec mon camion dans la campagne. Okay. Un premier job, j'étais assistante de direction au départ. Donc j'ai commencé à faire l'accueil, à accueillir les familles, etc. Ça c'était même avant d'être diplômée. Et puis après très vite j'ai été adjointe d'un grand établissement, et ensuite j'ai eu la direction de maison de retraite, mais ça a dû prendre je sais pas très peu de temps, je sais même pas te dire, entre le moment où j'ai eu la propre direction de mon établissement et après l'apogée de ma courte carrière, c'était la direction adjointe d'un hôpital à Paris où j'avais la direction d'une maison d'accueil spécialisée pour cérébrolésés, d'un centre de soins pour personnes addictes. Donc c'était super sur le papier, tu vois, d'un point de vue fame, statut social. Ouh, Marina, elle a 25 ans, elle a 70 salariés, des médecins, tout ça. Mais c'était cool, mais d'un point de vue vie perso et tout, je me disais, mais je veux pas de cette vie, en fait. C'est pas... Je raconte souvent ça, mais je regardais les éboueurs, je regardais les conducteurs de camions dans la voiture en allant, et je me disais, mais quelle chance ils ont, tu vois, je préférais tellement avoir un taf comme ça. Et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être un petit souci, tu vois, d'atteindre ce poste qui était pour moi le truc que je voulais après tant d'études, etc. Et juste de rêver d'un taf normal. Je me suis sentie un peu en décalage. Tu retiens quoi de cette expérience de salariat ? Parce que là, effectivement, tu me parles plus de la fin de cette recherche de quête de sens, entre guillemets. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience au contact de gens qui en ont besoin, finalement ? Ouais, que l'institution n'est pas faite pour moi, que tu peux arriver avec de belles idées, etc., que c'est un milieu assez rigide, que tu ne peux pas changer tout seul. J'ai adoré être au contact des résidents, que ce soit des personnes âgées ou que ce soit des personnes handicapées. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai adoré. De voir la souffrance des familles qui cherchent des boucs émissaires et qui, en général, sont l'administration, je le comprends absolument, parce qu'ils sont dans une peine qui sont énormes, et puis des fois, c'est très frustrant de ne pas pouvoir apporter autant que ce que t'aimerais, parce que t'es quand même très limité par les moyens. Mais ce que ça m'a apporté d'un point de vue humain, c'est que déjà j'adorais vraiment les gens, que j'avais vraiment envie d'avoir un impact positif dans leur vie, et puis surtout ça m'a permis de me rendre compte que j'étais capable d'atteindre des postes à responsabilité, on était capable de me faire confiance malgré mon jeune âge, et j'ai atteint une certaine légitimité un peu aux yeux de mes proches, qui fait que aujourd'hui, quoi que je fasse, on se dit non mais c'est bon, Marina, elle rebondira et elle sait y faire. Et ça m'a vraiment, je pense que ça m'a donné énormément confiance en moi. Je pense que c'est ça, tu vois, parce qu'atteindre ce type de responsabilité à un jeune âge, jeune, ouais, ça, je pensais vraiment pas que j'allais en être capable.
Le fait de manager une grande équipe aussi. Ouais. Du coup, t'as presque appris des bonnes bases de l'entrepreneuriat aussi pour la suite, tu vois. Bah, sans m'en rendre compte. Sans t'en rendre compte, ouais. Ouais, parce que bon, c'est pas du tout le même public, c'est pas le même cadre. T'as beau diriger, t'es salarié et toi-même tu réponds à des dirigeants, etc. Mais ouais, sur la posture peut-être, ça m'a appris. Pas tant sur la vision, parce qu'encore une fois, c'est pas ta vision, c'est une vision que tu partages et que tu déroules, mais c'est pas la tienne. Écoute, le contact, la confiance, c'est ça que ça m'a apporté, ce qui est très très utile aujourd'hui. Comment est-ce qu'on switch de directrice d'EHPAD à entrepreneur ? Eh bien, moi, j'avais mon conjoint de l'époque qui était un ancien professionnel de santé en libéral qui avait tout plaqué pour monter sa boîte. Et du coup, je partageais mon quotidien avec une personne qui était méga passionnée, qui dormait pas de la nuit, mais qui kiffait ça. Et moi, en parallèle, tu vois, j'avais une vie où je me disais, mais c'est horrible, je gagne bien ma vie, c'est cool et tout, mais j'ai que ça, quoi. Et du coup, je me cherchais un peu. Au même moment, je développe des problèmes et voilà, je me passionne pour l'alimentation, je découvre le vinaigre de cidre, mais je ne fais pas du tout le lien entre je me sens pas bien dans ma vie, j'ai un produit qui est fantastique, tu vois, j'en suis pas là encore. Je me dis simplement, ok, je vais partir. Je vais faire le tour du monde. Je vais essayer de me trouver. Ce fameux temps que je n'ai pas eu, où je t'ai dit, je suis passée en ligne droite dans toutes mes études, je vais le prendre maintenant. Et c'est peut-être le moment de faire un point sur ma vie, de savoir ce que je veux. Et puis, c'est au tout départ de ce tour du monde que je n'ai finalement pas fait, au bout d'une semaine où j'ai fait demi-tour, où j'ai relié les points sur le produit, que j'avais la possibilité d'entreprendre, etc., que je me suis dit, peut-être que moi aussi, je peux kiffer ma vie et lancer un truc. Et c'est comme ça que le tout début d'Archi s'est fait. Le point de départ, c'est aussi une rencontre, une connexion avec un ami, Devan. Ouais, alors c'est pas le point de départ. C'est pas le point de départ. C'est pas le point de départ. Le point de départ, ce sont mes problèmes de santé que j'ai rencontrés, etc. Où j'ai travaillé en fait pendant 1 an à monter les fondations d'Archi. J'ai failli m'associer avec une personne avec qui ça ne l'aurait pas fait. On a fait quelques essais ensemble pendant quelques semaines et vraiment ça matchait pas. Et j'étais sur le point de lancer et j'avais pratiquement tout, hein. J'avais la bouteille, j'avais les producteurs, j'avais tout. Et j'appelle Devan et je lui dis ça va pas, je vais jamais réussir. Et il me dit je viens de me faire virer, j'arrive. Et c'est comme ça en fait que les choses se sont bien abriquées. On a commencé à commercialiser ensemble, etc. On a lancé l'aventure ensemble. Mais tu vois, c'est une question de timing au moment où je me disais je veux y aller mais j'ai peur, qu'il m'a pris par la main et qu'on a pu y aller ensemble. Donc les planètes se sont alignées. Les planètes se sont alignées, ouais. Ok. Comment ça se passe, la création d'Archi, de l'idée justement à la commercialisation? Combien de temps se sont passés, tu vois? Alors, il s'est passé à peu près... Donc, je te dis, il y a ce fameux 1 an en sous-marin que j'ai fait, où je montais le concept. Moi, mon idée, c'était de faire boire du vinaigre de cidre à tout le monde. Alors, je me suis dit, OK, il y a juste un problème. Les gens trouvent que c'est dégueulasse et il y a beaucoup d'a priori de goût et d'odeur. Et du coup, moi, je voulais créer une boisson à base de vinaigre de cidre. Ça, il y a peu de gens qui le savent. Mais pendant 1 an, du coup, j'ai travaillé avec des labos. J'ai été incubée dans un incubateur à Lille qui est spécialisé dans l'alimentaire pour développer mon projet autour de boissons à base de vinaigre de cidre. Et puis, donc c'était des boissons fonctionnelles, mais super quali, qui m'ont demandé un temps dingue parce que j'avais des exigences énormes pour garder les bienfaits du vinaigre de cidre. Arrivé au développement final, les boissons me plaisent. J'en arrive à la conclusion de me dire, OK, ça va me coûter une blinde. Ça m'a déjà coûté très cher. Heureusement, j'ai eu des subs, etc. Pour sortir ces produits. Mais arriver sur un secteur comme les boissons, quand t'es pas connu, t'as pas de thune, avec un produit comme le vinaigre de cidre que personne ne connaît, c'est casse-gueule. Je vais déjà essayer de sortir le vinaigre de cidre brut, voir comment le marché français répond, faire de l'éducation, entre guillemets, autour du vinaigre de cidre. Et puis, si ça va, ça me coûtera toujours moins cher de lancer du produit brut comme ça que de lancer des boissons. Et si ça va, je lancerai par la suite. Et c'est comme ça que j'ai fait demi-tour au bout d'1 an de développement et de me dire, je vais commencer à commercialiser du brut. Et puis on verra. Et puis ça a pris. Ok, donc premier test. Ouais. Tu te rends compte effectivement que c'est la bonne direction. Et après, tu commercialises. Ouais.
On commence à commercialiser à la fois en e-commerce et à la fois en B2B. L'idée, ça a toujours été de faire du vinaigre bon pour la santé, d'éduquer, entre guillemets, j'aime pas ce mot, mais j'en ai pas encore d'autres, mais de donner des informations sur le vinaigre de cidre, tu le bois, c'est bon, il y a des études. Évangéliser. Ça. Évangéliser. Ouais. Même si ça fait un peu secte. La bonne parole. Non, mais voilà, c'est très bien une secte. Ouais, c'est un petit peu, un peu une secte. Ouais. Mais non, l'idée, ça a été de marteler ce message de buvez-le, c'est bon pour la santé, etc. Mais on se lance en octobre 2020. Plein Covid. Tout ce qui reste ouvert, ce sont les commerces de bouche. Il y a une opportunité quand même. On est du vinaigre de cidre, on est un produit qui se boit, un produit alimentaire quand même. Donc Devan, mon associé, commence à taper à la porte de toutes les épiceries fines en disant coucou, c'est Archive à l'époque. Et on commence à intégrer une épicerie fine, 2, 3, 10, 30, 100. Et donc, on développe en parallèle le côté un peu plus lifestyle, wellness sur les réseaux sociaux avec notre e-shop. Et puis, le côté commerce de bouche, épicerie fine, où on parle toujours des bienfaits santé, mais c'est quand même des gastronomes qui vont acheter leurs produits en épicerie fine. Donc, on commence à développer ces deux canaux-là. Et puis, progressivement, si en termes de volume, le B2B au départ nous apportait plus, après, c'est le B2C sur notre e-shop qui a commencé à cartonner sur la presse, les influenceurs, les réseaux sociaux et puis tout le travail qu'on a fait sur Instagram. Aujourd'hui, 80% de nos ventes sont sur notre e-shop, malgré qu'on soit une bouteille en verre, lourde, contre-intuitif au possible pour un produit e-shop. Mais c'est là où on fonctionne le mieux. Quand tu fais tes premières ventes, comment est-ce que tu réagis? T'es dans quel mood? C'est le feu. C'est le feu. Les petites notifs. Les petites notifs, les cartons. Ah, c'était tellement le bazar. Évidemment, comme tout le monde, on fait les commandes au départ nous-mêmes. Et puis, au début, tu sais que les noms des gens que tu connais. Ou les proches de tata, les proches de tonton. Ah bah ça, c'est un pote de pote. Et Devan, il me disait, non mais attends, regarde, on le connaît pas. Si, on le connaît en fait. Et donc, il se passe quelques semaines avant qu'il y ait les premières commandes de gens qu'on ne connaît pas. Et puis des gens qui commandent 4 bouteilles d'un coup. Et puis voilà. Et le gros souvenir que j'ai, c'est un article de Do It in Paris. C'était le premier qu'on avait. Et là, on a eu un excès de commandes. Laisse tomber. Je crois que, je sais plus si on avait fait un truc genre 50 commandes, ce qui était énorme, tu vois. On passait de 3 de gens qu'on connaissait à un afflux comme ça. Donc, on faisait les colis avec ma mère. Un peu de stress ou... Un peu de stress, mais en même temps, le waouh, ça décolle, c'est bon. Ouais, plus de l'excitation que du stress. Le stress, après, ça a été sur l'approvisionnement. Quand mon producteur il m'a dit Marina, t'es bien mignonne, mais moi du vinaigre j'en ai plus. Enfin voilà. Et qu'après on a cherché, donc c'est là où on a changé notre façon de faire. On a cherché du cidre qu'on a nous-mêmes transformé, etc. Mais ouais, le stress, moi, le plus gros stress que j'ai eu dans les départs, c'était sur la logistique. C'est encore des stress qu'on a aujourd'hui. Logistique, parce que j'y connaissais rien. Comme tout produit industriel, on va dire. Ouais, parce que moi je rêve de faire de l'achat-revente de compléments alimentaires, tu vois, ce que je ne ferai jamais. Mais tu vois, où t'as pas à te gérer la prod, parce que nous, on achète, on transforme, on met en bouteille, on met l'étiquette, on pose le bouchon. Enfin, tu vois, c'était nous qui faisions tout, quoi. Et on s'occupait évidemment de la logistique, donc de A à Z. Et c'est pas le même stress quand tu dois acheter l'étiquette, quand tu dois acheter le bouchon, quand tu dois acheter la bouteille, quand tu dois acheter le vrac, quand tu dois acheter les contenants, quand tu dois acheter le carton, la paille, le scotch, machin. Et puis moi, je suis pas organisée. C'est de l'artisanat scalable. Exactement. Jusqu'à, ouais. Il aurait pas été scalable si j'étais toute seule et si c'était moi qui avais continué à gérer la logistique. Mais ouais, ça a été, mon Dieu, le plus gros stress pour moi, c'était de gérer ça. Donc le process, c'est des petites pommes de Normandie qui deviennent du cidre. Ouais, qui deviennent du jus de pomme. Du jus de pomme. Qui subissent une première fermentation qui s'appelle la fermentation alcoolique, où le jus de pomme se transforme en cidre, et le cidre ensuite va subir une transformation acétique, où l'alcool du cidre va se transformer en acide acétique qui va donner notre vinaigre. Et pour avoir un bon vinaigre, il faut un bon verger et des bonnes personnes qui s'occupent des vergers. Et ça, c'était mon taf de trouver des producteurs géniaux avec qui travailler. Ouais, c'est important justement de travailler avec les bonnes personnes. Ouais, c'est que de l'humain. Ouais. Et en fait, la qualité, elle suit derrière. Ils seront aussi là dans les bons comme dans les mauvais moments. Quoi. Absolument. Ouais. Et c'est une histoire qu'on bâtit ensemble. Et c'est ce qui fait la beauté d'Archi, moi je trouve. Enfin, moi je passe ma vie à rencontrer des gens. C'est pour ça que je suis heureuse aujourd'hui, tu vois. C'est que sans humain, moi je suis pas grand chose. Et ça commence avec les producteurs. Ouais. Archi, tu lances ça en pleine pandémie.
Comment ça se passe? Est-ce que ça a un impact positif ou négatif? Moi, je dirais que ça a eu un impact positif, mais encore une fois, moi, j'ai connu que ça. Donc je pense que c'était une bonne opportunité, tu vois. Enfin, une opportunité. C'est vrai, non? La seule qui parle d'opportunité. Non, je te jure que j'ai déjà eu ces réponses, ouais. Bah, franchement, on était dans une ère où on a vécu quelque chose d'absolument incroyable, dans le mauvais sens du terme, comme dans le bon. Enfin, c'est une expérience de vie de rester tous cloîtrés chez nous. On s'est tous posé des questions sur, OK, qu'est-ce que je mets dans mon corps? Quel est l'impact de mon alimentation? Quel est l'impact des médicaments, etc. Et je pense que c'était une période où les gens ont commencé à s'interroger sur OK, je peux placer mon argent dans des choses qui sont bonnes pour moi et un peu remettre l'église au milieu du village, quoi. Et arriver là avec un produit qui se veut bon pour la santé, mais qui est complètement naturel, les gens étaient beaucoup plus enclins à comprendre ce message que dans le quotidien effréné de la vie de tous les jours, tu vois. Là, c'est un peu le retour à la slow life qu'on prône un peu avec Archie, donc là, on y était. Et ouais, je pense que c'était une bonne opportunité. Mais ça a été une année aussi, c'est qu'on n'a pas pu rencontrer les journalistes en one-to-one, on n'a pas pu faire d'événements de lancement, on n'a pas pu rencontrer nos clients, on aurait aimé faire beaucoup plus d'événements et ça, on n'a jamais pu le faire au lancement. Il y a une autre phase en tant qu'entrepreneur. Au début, t'es seul, enfin du moins avec ton associé, avec tes parents, ton entourage, et après tu recrutes. Comment est-ce que tu vis le fait de passer d'entrepreneur à manager, entre guillemets? Alors ça s'est fait sur les recrutements, sur la gestion de l'humain en interne. Ça, c'est assez compliqué pour moi. C'est assez compliqué parce que moi j'étais manager d'une équipe quand j'étais dans mon ancienne vie, de personnes déjà en tant que directrice d'une institution, c'est pas la même chose qu'être patronne d'une boîte, tu vois. Et moi, je pensais être une très bonne manager dans mon ancien taf. C'est ce qu'on me trouvait comme qualité. Aujourd'hui, je pense que je suis super nulle et je suis pas manager de l'équipe. Enfin, je suis présidente fondatrice, donc forcément, j'ai un peu ce rôle-là. Mais moi, je suis trop proche des gens. Je dis tout sans filtre, etc. Et des fois, je me dis, oh putain, reste à ta place. En fait, c'est pas tes potes. Et même si je veux un climat super familial, fatalement, si toi, t'as cette image, les gens ne l'ont pas forcément. Surtout que moi, je passe beaucoup moins de temps que Devan au bureau. Du coup, au début, on avait un rapport très fort, notamment avec les premiers salariés. Et puis, ce rapport s'est un petit peu distendu. Donc là, j'essaie simplement... T'as pas le choix, entre guillemets. Ouais, c'est ça. Et malgré moi, tu vois, parce que j'aime vraiment, vraiment les gens. Et des fois, je fais super gaffe maintenant parce que je peux dire des choses qui me semblent normales pour moi, mais qui peuvent être interprétées différemment parce que ce sont nos salariés. Et tu vois, je marche toujours un petit peu sur des œufs dans ma communication. Je pense que je suis pas très... j'ai pas de filtre, moi, tu vois. Et du coup, je me dis, oh merde, ça a été interprété comme ça, c'est pas du tout ce que je voulais dire. et ça me fait très, très peur des impacts que ça peut avoir sur l'équipe. Mais sinon, on a une équipe super. Devan est un super manager. Et moi, je suis juste là à me dire, OK, ton taf, c'est d'insuffler la vision et d'inspirer et go, quoi. Donc, on a une chouette équipe, mais je suis pas au quotidien avec eux. Et au départ, on était un noyau dur. Et puis, quand tu es en hyper croissance et que toi, ton taf, c'est de représenter la boîte à l'extérieur et de faire... Enfin, je fais beaucoup ça, de la com et des rencontres et des partenariats, etc. J'ai pas... je dois avouer, j'ai pas le lien aussi fort que je m'étais imaginé en ayant une grosse boîte tous ensemble. Ce qui est important, c'est que vous êtes très complémentaires avec Devan. Absolument. Comment ça se passe, le fait de s'associer avec un ami? Alors au début, ça peut être fun, tu vois. Mais au fil des années, au fil des mois, au fil de l'expérience, est-ce que c'est un atout pour toi? Ou est-ce que c'est un risque? Ouais, c'est un risque, c'est un très 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 gros risque. Il y a un peu des deux, tu vois. Ouais, c'est un gros risque dans le sens où effectivement tu risques de perdre un ami, parce que c'est pas un mythe que la plupart des boîtes se disloquent parce que dans l'entrepreneuriat tu vis tellement de choses que c'est très compliqué de rester soudé. On a essayé de travailler à ça. On s'est découvert aussi avec Devan. On savait très bien que ce serait compliqué. La difficulté quand on entreprend, c'est de reconnaître la valeur du taf de l'autre, de savoir qu'on a des complémentarités et du coup des champs de compétences complètement différents et admettre que c'est à la fois très chiant pour toi, mais c'est la force de la boîte. On a vécu des gros hauts, des gros bas. La chance qu'on a eue, c'est qu'on a toujours su se parler.
Donc on fait en sorte que ça tienne comme ça. Mais clairement, c'est pas un mythe que c'est compliqué de s'associer. Et s'associer avec des amis, c'est chouette pourvu que tu aies une communication qui soit méga transparente. Ouais. Moi, je note, parce que je me suis aussi associé avec un ami qui est derrière la caméra. c'est toujours des sujets intéressants, tu vois. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes qui se créent entre amis. Et après, parfois, ça se passe très bien, comme ça peut se passer très mal. Et ça dépend des aventures. Ouais. Et en fait, si tu t'associes... Nous, on s'est pas associés pour le fun, en mode ça va être trop bien, Oui, etc. bien sûr. Tu vois, on était... on savait que l'aventure, elle serait pas fun. On savait que ce serait... qu'on était sur le papier très complémentaires, mais on ne savait pas à ce point, tu vois. Que Devan était un très bon gestionnaire et que moi, j'étais très forte en com et à insuffler la vision et à lâcher ça. Ça, au départ, on ne l'avait pas identifié. On s'était juste dit, OK, lui, il saura bien présenter. C'est l'homme qui sait faire des tableaux Excel, qui a été dans un cabinet de conseil. Moi, je suis forte en management, je peux créer les équipes, je connais bien le produit et je peux faire toute l'avant-vente. Tu sais, au départ, on avait identifié des forces qui, au final, ne sont pas les forces qu'on a eues, qui se sont avérées être les plus vraies dans l'histoire. Donc, mais on a quand même eu raison sur le fait qu'on était très différents, donc très complémentaires. Et ça, c'est cool. Donc toi, effectivement, t'es super forte en com. Ces dernières années, t'es devenue ton propre média. Ouais, c'est très drôle. C'est Ouais. ouf. T'es hyper à l'aise avec les réseaux. T'as explosé même sur les réseaux, notamment sur Instagram et sur LinkedIn. Il y a quelques jours où on enregistre ce podcast, t'as eu un prix de l'entrepreneuse influente. Ouais, je suis très fière de ça. Comment est-ce que t'as vécu le fait de devenir ton propre média ? J'imagine qu'il y avait une stratégie derrière. Mais est-ce que tu as senti une évolution ou pas ? En roue libre. Roue libre et voilà, je suis arrivé là. Mais Non, parce que tu vois, tu as tes petites habitudes en termes de contenu, tu as tes stories le matin, enfin même au fil de la journée, mais en fait, tu donnes rendez-vous à ton audience. Ouais. Et je trouve, d'un point de vue extérieur, c'est très spontané, très naturel. Et en fait, t'es sur les réseaux comme t'es quand on te rencontre comme ça, tu vois. Ouais, c'est cool. Donc j'ai envie de te dire comment tu fais, mais toi tu vas me répondre je fais. Je fais, François, tout à fait. Non, ce qui s'est passé, écoute, pour te refaire le vrai truc depuis le début, en août, donc ça fait presque un an, il y a 200 pélos sur mon compte Instagram, ce sont mes potes depuis 2010, hein, tu vois. Et en fait, j'arrêtais pas de dire à l'équipe, je veux qu'on voit quelqu'un qui boit du vinaigre tous les jours, on nous pose encore la question de savoir si on peut le boire, il faut qu'il y ait quelqu'un. Et on me dit, ouais, mais Marina, c'est moche sur la grille, etc. J'ai dit, bon, c'est pas grave, je vais le faire. Et donc, je commence à me dire, ok, je vais lancer un challenge, genre, on va boire de l'archi tous les jours et on va perdre du poids ensemble parce que c'était l'été, j'avais pris du poids, je me dis, bon, bah vas-y, je vais le faire pour moi. Je vais interviewer des gens en live, des nutritionnistes, des copains en général, tu vois, et puis qui même me suivent. Du compte d'Archi, je fais une story en me disant bon bah je vais lancer une semaine de live sur mon compte perso, suivez-moi, et là je commence à faire des petites stories en mode prenez votre vinaigre le matin avec des chansons un peu cool et tout, enfin cool. Ma playlist quoi. Laurent Voulzy, non. Entre autres. Mais oh, t'es pas cool ça. Mais ouais, bon, du même acabit. Très cool d'ailleurs. Et en fait, je commence à faire des lives tous les soirs et je commence à drainer la communauté de mes copains influenceurs qui sont des nutritionnistes. Je parle naïvement de sujets que je maîtrise, mais je leur pose des questions pour que ça apporte à tout le monde. Et puis moi, comme un rappel. Et puis ma communauté perso grandit sans me servir du compte d'Archi finalement. Et puis je me prends en jeu, je commence à bien aimer faire les lives. Les vidéos du matin, ça ne reste pas qu'une semaine pour le live, mais finalement à chaque fois j'ai des messages sympas, donc je continue. Aujourd'hui, ça fait presque un an que je fais toutes mes petites vidéos le matin, et c'est un rendez-vous aussi pour moi, c'est ma routine, je me lève, de toute façon je le prends mon vinaigre le matin, donc autant le filmer. Et puis voilà, c'est devenu un truc récurrent. Et puis progressivement, j'ai ajouté des choses. Là où je tremblais de faire des lives, maintenant, je suis trop contente de les faire. J'adore ça. Et puis c'est toujours avec des personnes qui sont méga passionnantes et que j'interroge vraiment parce que j'ai fondamentalement un besoin pour moi-même d'avoir ces infos. Et les gens qui me suivent me ressemblent un peu. Donc c'est cool, ça draine du monde et surtout ça apporte de la valeur et c'est ce qui est le plus important pour moi.
C'est quoi l'impact de ton personal branding sur ton business? C'est le fait que les entrepreneurs, justement, bossent leur personal branding en France, c'est quelque chose d'assez récent. Oui. Tu vois, qui a été notamment, je pense, popularisé avec Justine Hutto, par exemple, qui a été assez précurseur là-dedans. Ça a été quoi l'impact? L'impact, il est difficile à mesurer. Enfin, tu sais, on n'a pas de gros pics quand je fais... Enfin, si, des fois, on a des pics quand je fais des lives avec des personnes... Il y a différentes typologies d'impact, tu vois. T'as l'impact social où tu vas recevoir des messages de gens qui vont t'envoyer du love, etc. Et ça, c'est trop mignon. Parfois pas du love. Ça dépend. Pour l'instant, je touche du bois, c'est plutôt du love, mais je vois pas tout. Et après, effectivement, l'impact business, ROI, etc. Mais ça, entre guillemets, on s'en fout parce que c'est difficilement calculable. Mais effectivement, t'as ressenti quelque chose qui a changé, tu vois, avant août versus après? Ouais, absolument. Déjà, j'ai l'impression que, tu vois, les gens, des fois, prennent leur vinaigre pour me faire plaisir et me taguent et font des trucs comme ça. Donc, ça, fatalement, ça crée une communauté beaucoup plus forte et tu t'attaches beaucoup plus facilement à une personne qu'à une marque. Donc ça, j'ai pu le remarquer et je suis tellement contente quand les gens me taguent en buvant leur vinaigre. Je trouve ça trop mignon. Et ce qu'on avait moins, et ce qu'on a moins avec le compte d'Archi, tu vois. Ce que ça a apporté aussi, c'est beaucoup de partenariats. En tant que fondateur d'entreprise, on se parle beaucoup plus facilement, on se rencontre grâce à ces réseaux, grâce à ce personal branding, et ça nous permet de faire des partenariats business qui sont super cool, qu'on n'aurait pas eu simplement sans incarner la marque. Qu'est-ce qu'on a aussi? Non, mais des opportunités dingues, une proximité avec les clients, beaucoup plus de data sur les clients aussi, parce que moi, ils continuent de me poser des questions, même des questions beaucoup plus naïves, entre guillemets, qu'ils n'oseraient pas spécialement de faire sur le compte d'Archi, ou beaucoup plus perso, parce que je me confie, les gens se confient, et voilà. Et ça, c'est pas calculé du tout, tu vois, mais c'est juste de rapport d'humain à humain, et du coup, t'as de la data brute, quoi, comme si tu rencontrais vraiment les gens. Et rien que pour ça, je trouve que c'est super important. Puis d'un point de vue humain, moi, ça m'apporte de dingue d'avoir ces retours et ces échanges toute la journée. C'est trop précieux. Ouais, ça te permet de faire évoluer le produit potentiellement, la communication, le marketing, enfin toutes ces choses-là, puisque avoir du feedback en direct, c'est ultra précieux. Et c'est, je pense, même nécessaire pour l'évolution d'une marque et d'une boîte en général. Et le personal branding aussi, il y a un truc qu'on ne voit pas, c'est l'avantage concurrentiel dingue que ça te donne. Parce que moi, demain, il peut y avoir un copycat d'Archi qui arrive, qui fait du vinaigre, qui se fait une jolie histoire, il invente son storytelling, etc. Il pourra tout prendre, mais il pourra pas prendre mon âme et ma personne, et les gens qui m'aiment bien, ils vont pas se... Enfin, tu vois, il y a un truc qui se crée, qui est beaucoup plus fort avec le personal branding et qui te permet d'ancrer ta marque et de te protéger, entre guillemets, d'entrants qui peuvent juste pomper ton concept et c'est fini, tu vois. Donc, on aurait tort de s'en priver, surtout quand c'est un produit que t'as fait pas par opportunisme marketing, mais parce que tu l'as dans les tripes. Bah, franchement, go, j'encourage absolument toutes les marques à qu'elles soient incarnées par le fondateur. Tu vois bien sur LinkedIn, les pages marques, ça fonctionne pas. Les pages de fondateurs, ça cartonne. Donc, de fondateurs ou de salariés qui sont engagés dans leur boîte, quoi. Et puis il y a beaucoup de gens, et j'en fais partie, qui achètent des services et des produits aussi en fonction de l'entrepreneur, parce qu'effectivement on se reconnaît dans ce que la personne dit ou inspire sur les réseaux, et c'est quelque chose qui a vraiment explosé en France, je trouve, ces dernières années, où effectivement tu suis un entrepreneur sur Instagram, sur LinkedIn, t'as envie d'acheter son service ou son produit, effectivement, alors pas forcément que pour lui faire plaisir, mais aussi parce que t'as envie de le soutenir, tu kiffes son produit. Et puis, ouais, excuse-moi de te couper. Je pense à ça, mais c'est aussi l'image que tu renvoies. Est-ce que t'as envie d'avoir un peu de cette personne-là? Tu vois, une Justine Hutto, qui est une nana qui est bien dans sa tête, qui fait du sport, etc. Est-ce que j'ai envie de ressembler à Justine? Ouais, un peu, tu vois. Donc t'as envie d'acheter ces vidéos. Moi, je souris tout le temps, c'est ce qu'on me dit. Est-ce que Archi, ça rend heureux? Est-ce que j'ai envie d'être content, etc. Donc de consommer de l'Archi. Tu véhicules un peu la vibe à travers ta marque, et c'est toujours ce que ça dit de toi quand t'achètes un produit. Et donc quand t'achètes un produit qui est fatalement très incarné, si t'as envie un petit peu de ressembler à la personne qui parle de son produit, ça aide aussi à l'achat, tu vois. Ouais. Quelqu'un qui est très festif, quelqu'un qui est, enfin, tu vois, t'as toujours un petit quelque chose de cette personne que t'as envie d'acheter à travers. Donc voilà, je pense.
Pour revenir à Archie, alors je sais que cette question, on te l'a posée, reposée, mais bon, c'est pas grave. C'est quoi les bienfaits d'Archie, tu vois? Alors, il y en a énormément de bienfaits. D'ailleurs, j'ai écrit un livre chez Hachette. C'est vrai, on n'en a pas parlé et on en parlera. Mais il y a énormément de bienfaits. Je pense qu'on n'a pas encore fait le tour des bienfaits du vinaigre de cidre. C'est comme le sport. Mais pour parler des principaux et de la principale méta-analyse qui a été faite à propos du vinaigre de cidre, c'est qu'il a une capacité à diminuer l'impact glycémique du repas lorsque tu le prends avant le repas. Donc juste une cuillère à soupe diluée dans l'eau avant le repas, ça diminue jusqu'à 30% l'impact glycémique du repas qui vient. C'est colossal. Je sais pas si tu as lu Glucose Révolution, mais ça, c'est un best-seller mondial où Jessie parle bien de ses bienfaits et du fait que des pics de glucose sont enrôlés à répétition, sont enrôlés dans un tas de maladies, pas que le diabète, mais des problèmes de digestif, même des problèmes de poids, des problèmes de peau, etc. Donc on a tous intérêt à maîtriser sa glycémie. Et là, pour une fois, on te demande pas d'enlever quelque chose, on te demande simplement de rajouter du vinaigre de cidre. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je disais aussi, il y a beaucoup d'études qui ont porté sur sa capacité à aider à la perte de poids. Ça va améliorer ton sentiment de satiété si tu le prends avant de manger. Ça va couper les fringales de sucre, absolument dingue. Hein. Si t'es addict au sucre, tu prends une cuillère à soupe diluée dans l'eau, dans une gourde, tu te sirotes ça. Les envies de sucre, ça passe. Je mets ma main à couper, c'est dingue. Donc voilà, sur la digestion aussi, si tu te sens un peu ballonné, si tu as des reflux, on pense à tort que des problèmes de reflux gastrique sont des problèmes d'excès d'acidité, alors qu'en fait, en général, c'est qu'on manque d'acidité. Pas toujours, des fois, il y a des excès, mais la grande majorité, ce sont des problèmes de manque d'acidité, d'acidité pour bien digérer les aliments. Le fait d'ajouter du vinaigre de cidre va changer complètement ta vie, va te permettre de mieux digérer et de mettre à mal ces problèmes de reflux, de ballonnement et compagnie. Donc, pour le système digestif, c'est super. Pour réguler le transit intestinal, pour équilibrer le microbiote, et puis même ses vertus pour la peau. Il y a tellement de choses, je peux te tenir une heure avec ça. Mais de toute façon, effectivement, tu as fait un livre sur le sujet. Ouais. Et pour parler de ce livre, à quel moment est-ce que tu as été contacté par une maison d'édition ? Est-ce que tu peux me raconter un peu cette histoire ? Ouais, bien sûr. Alors, comment ça s'est passé ? Eh bien, c'est pendant la sortie... Bah ouais, tu vois, je m'étais jamais questionnée là-dessus. Pendant la sortie du livre de Jessie, Glucose Révolution en France, on faisait la sponsor de l'événement aussi avec elle et on était là à distribuer des bouteilles de vinaigre auprès de ceux qui découvraient le livre pour la première fois en France. Et j'avais déjà été contactée par une journaliste que j'ai rencontrée pendant cet événement qui s'appelle Annabelle Chakmes et on est tombés en amour l'une avec l'autre et je lui disais non mais moi un jour j'écrirai un livre sur les bienfaits du vinaigre tellement il y a de choses à dire et elle me dit vas-y go. Et elle a commencé à me présenter à une maison d'édition, puis une deuxième. Et la deuxième, c'était Hachette. La première était une grande maison aussi. Et puis l'aventure a été lancée. Mais tu vois, c'est toujours l'histoire d'une rencontre. Et puis ça s'est concrétisé au moment où on était au lancement du livre de Glucose Révolution. Donc c'est drôle. Donc ça s'est fait très rapidement. Ça s'est fait super rapidement. Je crois que l'événement de Jessie avait lieu en mai. Et j'ai dû signer en octobre, je crois. Ok, ouais, donc super rapide. Ouais, de dingue. Timing, rencontre. Exactement. Ça, c'est important, les rencontres. Ouais. Aujourd'hui, est-ce que tu peux me donner quelques chiffres sur Archie ? Alors, pas financiers, mais tu vois, nombre de ventes potentiellement, combien vous êtes dans la team ? Alors, on est 10 employés. En termes de chiffres, moi, j'ai pas trop de mal avec ça. On va faire l'année entre 2 millions et 2,5 millions. La première année, on avait fait 270 000. La deuxième année, 1 million. Et donc, on a une belle croissance. Ouais, c'est vraiment chouette. Je suis trop reconnaissante de ça. Et puis voilà, des nouveaux produits en développement. On a plus de 800 revendeurs. On est dans plus de 15 pays aujourd'hui. C'est trop chouette. C'est génial. C'est quoi les objectifs futurs ?
Maître du monde. Non, les objectifs futurs, bah, tu vois, on avait des envies d'export qu'on a encore, mais aujourd'hui, bien adresser le marché français et surtout développer la gamme de produits pour que ce soit accessible à tous et qu'on entre encore plus dans le quotidien des gens, c'est ça l'objectif. C'est-à-dire que avoir demain des produits qui soient prêts à l'emploi, toucher des personnes qui ne seraient jamais venues à l'usage du vinaigre de cidre eux-mêmes en leur adressant les bons produits. Ce qu'on veut, c'est que le vinaigre de cidre, ce soit là pour toi du matin au soir sur des pans différents. Parce que comme je le dis, tu as toute une bonne raison, un tas de bonnes raisons d'utiliser le vinaigre de cidre, que ce soit en interne ou en externe. Et donc là, c'est de développer des produits qui soient vraiment adaptés au quotidien. Voilà. Ok, on va pouvoir passer à la partie bilan, parce que là, tout ce que tu me racontes, c'était très smooth. Mais j'ai 2 petites questions qui peuvent parfois appuyer sur des choses. La première, c'est quel a été le moment le plus difficile de ton aventure ? Je pense que c'est un peu de devoir lâcher le bébé. Tu vois, quand tu commences à recruter, de te dire bah non, en fait, t'as plus le contrôle sur tout. Moi, j'étais très contente d'embaucher des personnes qui sont bien meilleures que moi, notamment pour gérer la logistique. Mais de plus être au courant de chaque petite chose de ta boîte, c'est des fois très compliqué pour moi de le gérer. C'est vrai que tu dois faire confiance. Alors, j'ai pas trop de mal avec ça, mais de savoir que des fois, t'as la sensation que les choses, elles puissent t'échapper un peu, ça me fait très peur. Et en grandissant, c'est quelque chose que tu dois intégrer. T'as pas le choix. Voilà. Et donc ça peut être un peu compliqué, surtout quand c'est comme moi, je l'ai dans les tripes, hein, c'est pas du sang, c'est du vinaigre qui coule dans ses veines. Et du coup ouais, ça peut être un petit peu compliqué effectivement. Mais et je continue de le traverser, tu vois. Et plus c'est le truc d'une boîte en hyper croissance. Donc voilà, ça c'est compliqué, l'isolement aussi parfois. Je te disais, je suis pas toujours avec l'équipe. Je cours partout, je rencontre plein de gens. J'adore ça, mais des fois j'ai toujours peur qu'il y ait cette scission et que je ne veux pas. Donc faut travailler à ça. On a un modèle qui est assez particulier. Je pense que des fois je culpabilise quand je vois des gens qui sont très toujours avec leur team, etc. Mais en fait, c'est aussi ce qui fait le succès d'Archi. C'est cette visibilité, cette capacité à être un peu partout, en plus d'un opérationnel qui fonctionne très bien. Et des fois, je m'identifie trop à des modèles de boîtes plus classiques entre guillemets, et je me culpabilise beaucoup de ça. Donc ouais, réussir à se dire que non, ça marche comme ça, et que chaque aventure est unique aussi. Et chaque aventure est unique. Le fait de se comparer, je pense que c'est naturel. On se compare tous. Il y a beaucoup de posts aussi sur les réseaux. Oui, ne vous comparez pas, etc. Mais c'est humain, en fait. Mais tu te compares aux autres entrepreneurs, aux autres entreprises. Et du coup, forcément, parfois, tu dis, ah ouais, ça, c'est quand même beaucoup plus stylé. Ouais. Mais je pense que ça doit plus inspirer que te frustrer, tu vois, à ne pas faire certaines choses. Ouais, j'aspire à ça, mais j'essaye effectivement de prendre un peu de recul, de me dire non, elle est super stylée comme elle est, cette boîte, et c'est notre modèle, et c'est cool, et ça marche, et t'as pas besoin de penser que c'est pas parce que font la plupart des boîtes que c'est pas ok, quoi. Et l'autre question, c'est quel a été le moment le plus marquant, positivement, dans ton aventure ? Le plus marquant positivement, c'est très personnel. Ce sont c'est les premiers passages médias, tu sais, où notamment aussi un truc qui m'a marqué, c'est à BFM, tu vois. La première fois je passe à BFM, j'y vais vraiment les mains dans les poches. J'ai pas préparé, mais en fait j'ai eu la meilleure école de la vie et des médias, c'est Instagram. Le fait d'avoir fait des lives, etc., mine de rien, j'ai plus de stress vraiment à passer devant les caméras. Mais ça, je l'avais pas intégré. Arrivé à BFM sur le plateau, je sais pas ce que je vais raconter. Et en fait, ça se passe trop bien. Et j'ai l'impression d'être avec des potes, etc. Et c'est cool. Et puis c'est smooth. Et puis ça passe. Et le truc, c'est que je rentre à la maison et tout le monde me dit mais c'était trop bien, c'était trop à l'aise, etc. Et je me suis dit waouh. En fait, c'est peut-être ça la zone de confort, c'est que tu fais les choses sans effort, ça prend. Il y a des retombées évidemment sur la boîte parce qu'un premier passage télé comme ça, t'as des retombées financières. Et c'est là où j'ai réalisé que waouh, en fait, c'est peut-être ça ma zone. En fait, peut-être que je suis bonne en communication. Et c'est là où j'ai réalisé ce truc. Et je crois que le truc le plus positif, c'est de me rendre compte que effectivement,
j'adore les gens, ça se passe bien sans effort et ça a des retombées positives. En fait, je veux faire que ça de ma vie. Et ça, je l'avais pas trouvé et j'ai la sensation qu'à 30 ans, j'ai cette chance de savoir ce que j'ai envie de faire. Si demain Archie s'arrête, ce sur quoi je peux capitaliser, qui me fait du bien, où j'ai pas la sensation de travailler et surtout qui rapporte aussi. Donc c'est mon plus gros cadeau et le plus gros point positif et l'effet waouh que j'ai eu grâce à Archie. T'as jamais fait de média training en plus? Non, jamais. Média training, c'était Instagram. Ouais. Ouais. Mais j'adorerais, parce que j'aimerais bien qu'on me dise non mais Marina, dis pas ça en fait. ça c'est un peu con que t'aies dit ça quand même. Tu vois, j'aimerais bien avoir quelqu'un qui me cadre un petit peu. Mais ouais, le média training, c'est celui que je me suis fait toute seule, quoi. Ouais, je pense que c'est le plus important parce que parfois on peut avoir avec du média training, on peut avoir des discours très lisses. Ouais. Et je pense que la spontanéité aussi, ça a plus de valeur que certains média training, tu vois. Je pense aussi. C'est mon avis. Ouais, je pense. Tu vois, dans ce même genre, il y a un truc que je veux pas faire. Je suis toujours invitée des fois à des soirées d'entrepreneuses très parisiens, des trucs très corpo, où faut être un peu, je sais pas, un peu Ils sont lisse tous et média tout. traînés. Ouais. Et du coup, maintenant, je refuse de plus en plus parce que j'ai peur de perdre ce côté un peu brut et authentique, comme les monts vinaigre, tu vois. Et des fois, je dis non à des trucs où j'aurais potentiellement pu link et faire des gros partenariats business, machin, parce qu'à trop traîner dans avec des gens qui font les choses très bien, mais de façon assez identique. C'est ça. J'ai peur de perdre un peu. Enfin, ça fait trop pédant ce que je dis en disant non, mais je suis à part. Non, c'est pas ça. C'est que. Non, mais c'est réel, je le pense. Tu vois, on a tendance des fois à vite tomber dans ces travers, d'essayer de faire comme tout le monde du lisse parce que ça marche, mais c'est pas ce que je veux, quoi. Même, tu vois, même sur les podcasts, je suis convaincu que les meilleurs invités, c'est pas les invités média traînés, tu vois, qui performent à la télé, etc. Alors, à part pour certains comme Anthony Bourbon, tu vois. Ouais. Mais. Ouais, t'as des messages impactants, tu sais que t'as des petits shorts que tu peux faire avec lui. Exactement. Ça balance, quoi. Il y a ce côté média traîné avec Anthony, mais il y a aussi ce côté nature et brut aussi. Donc, Ouais, enfin, juste équilibre entre les deux. Exactement. On va pouvoir passer à l'avant-dernière partie du podcast sur les rencontres, le mindset et la vie perso. Avec une première question, est-ce que tu peux me parler d'une rencontre qui a marqué ton aventure? Des rencontres, on sait qu'il y en a plein, des centaines, voire des milliers parfois. Est-ce que tu peux m'en parler d'une en particulier? Ouais, il y en a beaucoup. Ouais, je sais pas qui choisir. Bon, évidemment Cathy, mais je le dis partout. Cathy Closier, la fondatrice de Season, qui a été ma mentor dans le programme She's Mercedes, et qui m'a vraiment permis de me rendre compte de ma valeur. Donc Cathy. Mais Cathy, je la cite tout le temps. Évidemment, il y a Roger. Roger, il m'accompagne. C'est vraiment un ami et qui me fait énormément de bien sur mes doutes, etc., qui est toujours là. Donc, je suis trop reconnaissante. J'ai un ami qui s'appelle Édouard Level aussi, qui est absolument incroyable, qui a une carrière dingue, qui est aussi énormément pour moi. Et je crois que ma plus forte rencontre, c'est Serge Azoulay. Il aimerait pas que je parle de lui, mais tant pis. C'est le DG d'American Vintage, qui est vraiment mon tonton du business, qui m'a pris sous son aile. Et il n'y a pas un jour sans qu'on s'écrive 15 000 textos avec Serge. Et c'est un homme extraordinaire qui est dans l'ombre d'une marque qu'on connaît tous. Et Serge m'a contacté un jour parce qu'il avait vu une vidéo sponsorisée de moi dans les vergers avec mes producteurs, qui était aussi faite complètement en roue libre, cette vidéo, et on s'était même demandé non mais on la passe parce qu'elle est un peu brute et tout, et en fait elle fonctionne bien et c'est cool parce que pour le coup c'est vraiment la vraie vie. Et Serge avait vu cette vidéo un jour, il demande à me parler à l'équipe. Et je me souviens, ma responsable quand même me dit « Trop bien, tu vas avoir des fringues gratos et tout !» Et en fait, non, pas du tout. Il m'a appelé pour me dire j'ai vu la vidéo, je voulais juste te dire de pas perdre ton authenticité parce que c'est ce que t'as de plus précieux. Et voilà, nous, on a bâti la boîte comme ça. Petite famille, c'est mon frère, le DG, le président qui a monté ça. Et puis voilà, on est avec ma sœur et tout. Et puis il me raconte les valeurs d'American Vintage. Je pars à Marseille le rencontrer. Et puis après, voilà.
C'est devenu la famille. Ça quoi. vaut toutes les fringues du monde. Ah, mais laisse tomber, laisse tomber. Et c'est ce que j'arrête pas de dire. Je veux qu'on soit les American Vintage du vinaigre de cidre. Parce que quand tu sais les valeurs qu'il y a derrière, et c'est que des gens dans l'ombre qui travaillent d'une façon, mais avec le cœur, tu verrais comment c'est là-bas. Et ils communiquent pas là-dessus, tu vois. C'est ceux qui en font le plus, qu'on dise le moins. Ça, j'en suis convaincue. Et ouais, je crois que c'est ma rencontre la plus incroyable. C'est un ami que j'ai gagné là. Et qui me suivra bien après Archie et tout. Donc ça, c'est le plus beau. Et sans Archie, j'aurais jamais rencontré Serge. À quel point c'est précieux d'avoir un entourage d'entrepreneurs quand t'es entrepreneur? Pas que d'entrepreneurs, mais... Ouais, c'est incommensurable. L'apport que ça a d'un point de vue mindset, je parle. Pas réseau. Réseau, on s'en fout. En fait, mes parents sont merveilleux, mais ils sont pas du tout dans le business. Et des fois, même ma sœur, des fois, je les appelle en me disant il m'arrive ça et tout. Et ils me donnent soit des conseils à côté, soit et maintenant, ils me disent juste... on comprend pas tout. On est là si t'as besoin, mais on sait pas trop quoi te dire, tu vois. Et c'est très frustrant pour eux de pas savoir quoi me dire. Et moi, je me dis, sans l'entourage que j'aurais eu, que je me suis fait aujourd'hui dans le business, j'aurais la sensation d'être toute seule face à ces problèmes, alors que quelqu'un qui a monté sa boîte, forcément, il est passé par là. Et de savoir que tu as toujours cet entourage que je me suis créé, qui est mes vrais piliers sur mes problèmes aujourd'hui, c'est méga, méga, méga précieux parce que je viens pas du tout d'une famille ni de Parisiens ni d'entrepreneurs. Et je sais aujourd'hui que dès qu'il m'arrive un problème, le premier truc auquel je pense, c'est ok, je vais appeler machin, je vais appeler. Et ça vaut tout l'or du monde, quoi. C'est une charge mentale que tu as en moins de pouvoir parler de tes problèmes, de gens qui te rassurent. C'est incroyable. Je pense que la plus grande force que j'ai aujourd'hui, c'est mon réseau. C'est les liens forts que j'ai avec les gens. C'est pas juste des gens qui sont de passage. Ça, j'en suis convaincue. Je sais qui sont les gens de passage parce que aujourd'hui j'ai un peu la lumière, etc. Mais je sais aussi les personnalités pérennes qui vont rester avec moi et où il s'est vraiment passé quelque chose. Des personnes que j'ai rencontrées parce que j'avais un business qui fonctionne. Mais qui, si demain j'ai plus rien, ils seront quand même là. Et ça c'est ma force, je pense. Est-ce que toi aussi t'aimes pas le mot réseau? Tu vois, parce que je trouve que le mot réseau, c'est très relié à LinkedIn, très, très superficiel. Et potentiellement, je suis convaincu que ton réseau, tu vois, ton écosystème, entre guillemets, moi j'aspire à créer quelque chose où tous les gens qui m'entourent, c'est plus qu'un réseau, tu vois, c'est des potes, entre guillemets. Enfin, c'est des relations sincères où, en fait, à partir du moment où tu vas faire de la merde, les gens, ils vont te le dire. Est-ce que t'es pas... Je suis à 3000% alignée avec ça. Réseau, ça fait je rencontre les gens par intérêt. Ouais, c'est ça. Et c'est ce que je déteste. Et je ne sais pas faire ça. Moi non plus. Des fois, je rencontre des gens, je sais même pas qui ils sont. Et derrière, je me rends compte que, ah ouais, c'est le DG de Publicis, ça, waouh. Ok, je savais pas. Mais tu as vraiment un truc fort qui se crée. Et c'est ça. Et ça, c'est pas du réseau, c'est des rencontres. Donc, effectivement, ouais, on a un écosystème, on a des gens super qui gravitent autour de nous. Des réseaux, t'en as, c'est pour des business angels, c'est pour des VC, machin, ouais, ok. C'est ceux qui vont te faire des mails d'intro. Mais c'est pas les personnes qui nous entourent. Et effectivement, je préfère plus voir comme un carnet d'adresses de potes sur qui tu peux compter et qui, effectivement, sont capables de te foutre des tartes. Ton réseau, non, il sera toujours un peu lisse. Ouais. C'est bien ce que tu fais. Ouais, c'est bien. Te présenter à machin. Ouais. Il ne te présente jamais à machin. Ça, c'est le réseau. De ouf. C'est bon, t'as parfaitement résumé. Très clair. Est-ce que pour toi, c'est ce qu'il y a de plus important dans l'entrepreneuriat? Ou est-ce que tu visualises, tu vois, si on devait lister genre un top 3 des choses les plus importantes quand on est entrepreneur, potentiellement t'as l'entourage. Ouais, top 3. Top 3 pour moi, c'est la proximité. Donc oui, effectivement, l'entourage, qui n'est pas ton réseau, mais les personnes sur qui tu peux compter, ton noyau dur, ça, précieux. 2, la proximité que tu as avec les gens.
et le lien que tu as avec tes clients. Est-ce que tu connais tes clients? Est-ce que ça c'est pour moi, en fait tout ce que je vais dire, ça va être une question de rencontre et de lien, et voilà. Que tu sois pas déconnecté de tes clients, de leurs attentes, et que tu prennes jamais les gens de haut, et que tu prennes toujours le temps de répondre à ce moindre DM sur une énième question sur laquelle tu as déjà répondu 17 000 fois, parce que les gens prennent la peine de te suivre, prennent la peine de t'envoyer un message parce qu'ils te considèrent comme étant quelqu'un qui est sympa et qu'ils aiment bien suivre. Et donc la moindre des choses que tu peux faire, c'est quand même prendre ces 2 putains de secondes que t'as pour répondre aux gens, même si t'es sollicité de partout. Pendant une période, je voulais plus prendre le temps de le faire. Je me suis foutu une tarte en me disant non mais tu te rends compte, enfin là j'avais besoin de repos, parce que si je suis plus capable de faire ça, genre arrête tout de suite. C'est le plus important, cette proximité que t'as avec les gens qui te suivent. Et jamais te dire que ça, t'as pas le temps, en fait. C'est la priorité. Et puis, troisième chose, c'est le lien produit. Je sais plus quelle était ta question, du coup, mais si ça répond à ça. Ça répond parfaitement. Le plus important dans l'entrepreneuriat, ouais, c'est le lien produit. Si demain, je ne suis que l'image d'archi et que je ne maîtrise plus ce qui se fait dans ma boîte, j'arrête, en fait. Parce que moi, aujourd'hui, je ne veux défendre que des choses pour lesquelles j'ai mis le cahier des charges en place, je connais le produit, je ne veux pas bullshiter les gens. Et si demain je fais de la com pour faire de la com parce que ça prend bien, mais non, en fait, je vais arrêter tout de suite. Donc ouais, est-ce que ce que tu défends est vraiment, sincèrement, dans tes valeurs? Parce que sinon, enfin moi tu vas le voir tout de suite, je suis tellement, tu lis en moi comme dans un livre ouvert. Si je mens, tu vas le sentir, même si tu me connais pas. Et ouais, le lien produit, ton lien offre, aligné. Le fait de servir quelque chose. Ouais, de servir quelque chose qui te tient à cœur pour de vrai, parce que c'est là où tu perds pied assez vite, je pense. Enfin, c'est ma conception. Ma dernière question pour cette partie, c'est comment est-ce que tu relis le pro et le perso? Est-ce que tu le relis? Oui, j'ai pas le choix, en fait, c'est ma vie. À quel moment je ne le relis pas, c'est surtout ça. Tous mes choix de vie sont drivés archi. Tout. Là, maintenant, je coupe complètement le week-end, mais les réseaux, bon, même si je fais attention à ma vie perso, hein, tu vas toujours voir que ma cuisine, tu vas voir un cheveu de mon neveu de temps en temps quand ma sœur elle gueule pas, et mon chien, mais c'est quand même ma vraie vie. Mais ça, je cloisonne vraiment bien. Mais ce sont quand même des choses qui font partie de mon quotidien, donc c'est quand même assez compliqué de vraiment couper. Et puis fatalement le temps et l'énergie que ça te prend, dans le bon comme le mauvais, ben ça a des impacts sur ta vie perso, ça a des impacts évidemment sur ton mood, mais ça c'est comme tous les entrepreneurs, tous les salariés aussi, je pense, mais peut-être encore plus quand t'es fondateur d'une boîte. C'est qu'en plus tout le monde te parle que de ça tout le temps, quoi. Ouais, je pense que c'est impossible de scinder les deux. Ah ouais. Tu vois, il y a toujours cette question de oui, c'est quoi ton équilibre, cette question d'équilibre. Ah non, mais en fait, l'équilibre n'existe pas. L'équilibre, c'est justement le fait de ne pas en avoir, tu vois, je pense. Exactement. L'équilibre, c'est le fait de ne pas en avoir. Et ouais, non, c'est compliqué, mais je tends à le chercher. Ouais. Et ouais, mais et si toi tu tends à le chercher et que tu le trouves, il y a toujours ton entourage qui va te ramener à ça. Attends, petite anecdote que je vais sans doute regretter, mais sur des sites de rencontres, quand je commence, quand tu commences à parler, ok, tu fais quoi dans la vie? Moi, je zappe vite. Je dis, ouais, j'ai une boîte de vinaigre. Et quand tu creuses après, mais la discussion ne tourne qu'autour de ça. Et j'ai déjà rencontré des mecs qui me demandaient des conseils d'entrepreneuriat, et donc je finissais par faire un podcast. Menteur, tu vois, c'est terrible. Je dis, bah écoute, voilà. Non, mais et donc forcément, c'est un pan de ta vie. C'est comme, c'est un métier passion, donc c'est la vie pro, vie perso. C'est pareil, quoi. Tu es la même personne, malheureusement des fois. C'est pas une question terrifiante. Tu fais quoi dans la vie? Si, un peu. Si, je sais même pas quoi. Bah si, moi je dis je fais du vinaigre. Mais si, c'est une question. Ah ouais, c'est terrifiant. Elle a été définie par un truc, tu vois. Moi, je réponds rien. Genre, généralement, je dis je suis entrepreneur.
C'est tout. C'est pas mal. Je définis même pas ce que je fais. Je vais dire ça. Oui, mais après, les gens creusent. Ouais. Aide-moi, François. Je réponds que par une phrase. Et toi, tu fais quoi sinon? Tu retournes le truc. Ouais, non, c'est clair. Mais j'essaye de pas... Parce qu'après, sinon, tu pars pour des heures et c'est pas hyper... Ouais, non, c'est compliqué. Et pour peu que t'aies un job passionnant, t'es foutu. Ça, exactement. On passe à la dernière partie du podcast. Quelques petites questions. La première, c'est qu'est-ce que tu fais pour aller mieux? Outre le fait de boire de l'archi, évidemment. Qu'est-ce que je fais pour aller mieux? J'essaye de refaire du sport beaucoup. Alors moi, je vais courir par défaut. Quand je suis au fond du trou, je vais courir à 5h du mat et je vais me taper 10 bornes. En fait, bon, les gens maintenant, quand ils vont me suivre, ils vont voir que je suis allée courir le matin, que je reviens toute souriante. Ils vont se dire, ah ok, elle est en dépression. Mais ça, c'est ce qui m'arrive quand ça va pas du tout. Je me dis, ok, soit je sombre, soit j'y vais. Et je sombre pas. Donc voilà, je fais des trucs un peu extrêmes. Douche froide tous les matins, glacée, ça fait partie de mon rituel. Déconnexion, je n'y arrive pas, mais je sais que c'est ce que je dois faire pour aller mieux. Et surtout, le gros sujet de ma vie, c'est de partir vivre au moins partiellement à la campagne. J'ai une nana formidable qui est venue chez moi qui s'appelle Caroline Lamassoure, qui est maître feng shui. Alors attention, ça fait très bobo quand je dis ça comme ça, mais c'est une nana qui est dingue. Que j'avais rencontrée à Cheese Mercedes, quand j'ai déménagé, mes copines m'ont dit faut que t'appelles Caroline, faut qu'elle vienne chez toi. Et ma coach aussi, parce que j'ai une coach business qui s'appelle Alexia, qui est formidable, qui m'a dit faut que Caroline vienne chez toi. Caroline est venue chez moi pour regarder mon nouveau chez moi, etc., pour me dire bon, moi je pensais qu'elle allait me dire le canapé tu le fous là, le truc. Et elle a mis les pieds ici dans l'appart, elle m'a dit ok, c'est super, donc moi je vais pas faire grand chose parce que tout ce qu'il faut faire pour toi c'est que tu te barres en fait, hein, t'as besoin de nature. Et là t'es à bout, donc cet appart il est bien, ta cuisine elle est lumineuse, donc vis ta vie dans la cuisine, et mais t'as besoin de nature. Depuis qu'elle m'a dit ça, enfin évidemment, je me dis putain, ça fait 10 ans que je suis à Paris. Ouais, je suis vidée de mon énergie maintenant. En plus, j'habite rive droite, bien enclavée dans la vraie ville avec mon chien qui n'en peut plus non plus. Donc pour son équilibre à elle comme à moi, j'ai besoin d'avoir que la nature ce soit pas juste le week-end chez papa maman, tu vois, que ça fasse vraiment partie de ma vie. Donc pour aller mieux, je recherche cet équilibre entre toutes les opportunités que t'offre Paris. Et donc j'aurai toujours ma vie à Paris. Et le fait de se ressourcer à la campagne. Dans un endroit qui soit le mien. Donc je pensais à partir dans le sud partiellement, ou je ne sais pas. Après, ça nécessite des moyens que j'ai pas encore. Mais je suis à la recherche de cet équilibre. Parce que je pense que c'est absolument ça qui me manque aujourd'hui. Ouais, non, c'est clair. C'est hyper important. C'est quoi ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, c'est d'aller encore plus loin qu'Archi. Et c'est de toucher des personnes qui soient des personnes qui ne soient pas des citadins forcément, que j'ai un message qui passe tellement sur l'alimentation santé fonctionnelle que ça arrive à toucher des gens dans la campagne, des gens autour desquels j'ai grandi, tu vois, parce que mon message serait tellement fort et j'arriverais tellement à véhiculer que l'alimentation peut être un vecteur de bonne santé, que tu pourrais me retrouver dans n'importe quel Monoprix du bout du monde ou Intermarché, machin. Enfin, c'est très bête, mais j'ai jamais fait de GMS. Et je crois que j'aimerais... Pour moi, ce serait réussir à toucher des gens. Un objectif. Ouais. Et ça, je l'ai depuis peu, mais en fait, je me disais... J'ai peur que... Bon, Archi, on a réussi à ouvrir un petit peu notre périmètre. Avant, c'était très parisien, très citadin, une grande ville. Mais d'aller demain avec Archi ou quelque chose d'autre, toujours sur de la food fonctionnelle, sur d'autres marchés pour toucher encore un peu plus les gens, ça me ferait vraiment avoir un vrai impact, tu vois. C'est ça qui me drive dans la vie, c'est de faire du bien aux gens avec des choses naturelles, brutes, authentiques, à revaloriser ça et de continuer à propager ce message et que tout ça, ce soit juste le fil conducteur de ma vie, quoi, tu vois. Et c'est quoi ta plus grande peur? Ma plus grande peur, ce serait que tout ça s'arrête, je pense. Ma plus grande peur, c'est de ne pas pouvoir maîtriser ce qui se dit.
Ma plus grande peur, ce sont les médias, parce que j'ai vu les effets délétères que ça pouvait avoir sur des proches, des choses qui s'emballent. Et les gens adorent les bad buzz. Et les gens adorent ne pas forcément vérifier les informations, etc. Et je me dis, j'ai vu ça de l'extérieur et je me suis dit, ça peut aller si vite. Ça peut te détruire. En plus, moi, psychologiquement, émotionnellement, je suis quand même assez sensible et tout. Et puis, je dis tout. Donc, les gens savent très bien ce sur quoi appuyer pour me faire de la peine. Donc, j'ai très, très peur de ce que peuvent apporter les médias. C'est super. Mais si on décide de te désanguer, c'est fini. C'est clair. Donc ça, c'est une grande crainte. Et de pas avoir de prise là-dessus, tu vois. Parce que ça va vite. Et les gens adorent détester. Clairement. Tu finis en top tweet France et puis t'as plus qu'à attendre. Voilà, t'as plus qu'à attendre qu'il y ait un autre bad buzz ou une pandémie qui arrive pour qu'on parle d'autre chose. Non, mais tu vois, c'est terrible. Et vraiment, ouais, c'est compliqué. Mais ça va, les gens aujourd'hui réfléchissent un peu plus et vérifient un peu. Mais c'est dur. Est-ce que t'as un livre à me conseiller ? Évidemment, comment se faire des amis, c'est la Bible. Mais ouais, je suis très livre de développement personnel. Si tu savais, j'en ai consommé à foison. Maintenant, je me dis, il faut que j'ai 5 livres, que je les connaisse très bien, que je les applique. Et voilà. Si, là, je veux m'intéresser. Alors, je l'ai pas encore lu. Tu sais, les livres de Naval Ravikant. Ah oui, Ravikant. Ouais. Et ça, je pense que je vais m'y mettre parce que tous mes potes que je suis ne font que citer Naval. Comme dirait Naval, fais ça. Je dis, bon, faut peut-être que je le rencontre, ce Naval. Il a l'air sympa. Il a l'air sympa. Donc, je vais me mettre à ça. Ah non, mais je suis trop déçue de ne pas avoir répondu à cette question mieux que ça. Ouais, mais c'est nul. Peut-être que la prochaine, tu répondras mieux. Ouais. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller ? Pas forcément qui touche à l'entrepreneuriat, attention, mais qui t'a marqué potentiellement, tu vois, récemment. Mais non, je regarde jamais de films ou de séries parce que je passe déjà tellement de temps sur les écrans avec mon téléphone et mon ordi que pour me détendre, je regarde pas de films ou de séries. Ah si, mais moi ça date un peu, tu vois, je suis une fan de Zooey Deschanel et de New Girl. Okay. Avec sa personnalité complètement tarée. Donc voilà, c'est ici, ça je me fais beaucoup de... mais ça fait longtemps. Mais j'adore cette série. Il me reste 4 questions. Okay. Y a-t-il une question que tu aurais aimé que je te pose mais que je ne t'ai pas posée ? Non, t'as fait les choses bien. Ouais, okay. Ensuite, c'est une question reverse que j'ai rajoutée pour cette saison. T'aurais pu me demander comment allait mon chien quand même. Mais ça, comment il va ton chien ? T'aurais pu le ramener quand même. Non. T'as foutu un joyeux bordel ici. Merci de me la poser, François. Mon chien va bien. Non, en plus, je dis ça, mais mon chien et moi, on est vraiment liés. Quand j'ai créé Archie, je réponds vraiment à une question que je me suis posée là. Mais c'est clairement l'objectif. Vas-y, let's go. Mais c'est tout frais. En fait, cette petite anecdote m'a quand même fait cogiter et peut-être qu'elle amènera les gens aussi à se rendre compte à quel point c'est important de prendre soin de soi. À travers les yeux de mon chien, je m'en suis rendu compte. Je l'ai emmenée chez le véto parce qu'elle allait pas très bien. Elle avait un comportement un peu bizarre et tout. Et la véto m'a dit, elle l'a ausculté, elle m'a dit, comment ça va vous ? Je dis, je suis super stressée en ce moment, ça va pas ouf. Elle dit, vous étonnez pas, en fait, votre chien, vous avez juste fait un transfert et tout ce qu'elle a, c'est une baisse d'immunité liée au stress. Wow. Donc, va falloir prendre soin de vous. Et puis, elle, ça va passer. Du coup, je l'ai laissé quelques jours chez mes parents au vert, gambader avec le chien de mes parents et tout. Et je l'ai retrouvé en pleine forme. Mais je me suis dit, ok, je mets un couvercle sur moi, ma santé mentale, mon stress. Je pousse l'échéance d'aller vivre ailleurs dans le vert, etc. Mais si je le fais pour moi, je peux pas le faire pour mon chien. J'ai pas adopté un chien pour qu'elle vive pas sa meilleure vie. Donc ça m'a vraiment fait cogiter. Et donc voilà, quand t'as un animal de compagnie où t'es fusionnel, nous on vit ensemble depuis qu'elle est bébé, elle fait partie de l'aventure. Je l'ai eu quand j'ai monté Archie, c'était le chien de la ferme, tu vois, c'était un bébé de la ferme. Donc elle a l'âge d'Archie. Et ce chien, cette chienne, c'est moi, donc elle a symptômes, comment on dit, symptomatisé, non, c'est pas ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est quoi, bon, bref, somatisé. Elle a somatisé mon stress et mes problèmes, et tu le vois pas dans ton propre corps, pas tout de suite, sauf quand tu fais une pause. Et les animaux ne mentent pas, donc faut faire très très attention à ça. Tu vois que cette question, elle sert à quelque chose. Oui, j'espère qu'elle pourra apporter. Mais ouais, c'est trop, trop important. Mon chien, c'est ma vie, donc. Ouais, non, c'est clair.
j'ai rajouté une question qui s'appelle la question reverse, où en fait c'est toi, pour le temps d'une question, qui devient host du podcast. Ah, trop bien. Y a-t-il une question que tu souhaiterais me poser? Ah ouais, moi j'aimerais, parce que tu as quand même rencontré des gens de ouf sur tous les épisodes que tu as fait. À chaque fois, qu'est-ce qui drive ton choix pour choisir tes invités et quelle est la personne goal que tu souhaiterais inviter? C'est une très bonne question. Tu devrais créer ton podcast. Et quand tu veux, on se passe. Ce sera mon premier invité. Qu'est-ce qui drive mes choix? Ça va être le fit, du coup humain, avec l'entrepreneur et potentiellement la thématique du podcast. Okay. Même si, tu vois, en fait, je vais aller chercher des personnalités avec qui j'ai envie de creuser certains sujets, tu vois. C'est toujours des gens que tu connais? Non, pas du tout. Okay. Tu vois, aujourd'hui, on est à 115 épisodes. Ouais. Sur les 115 épisodes, je crois qu'il y avait genre un podcast où je connaissais déjà l'invité avant de le rencontrer sur le podcast. Ok. Quand j'ai créé le podcast, j'avais aucun entrepreneur dans mon entourage, etc. Mes parents, fonctionnaires, etc. Yes. Rennais de Bretagne, donc pas parisien, tu vois. Donc plein de trucs qui font que j'avais pas du tout d'entrepreneurs dans mon entourage. Et donc non, c'est majoritairement le fit. Ok. Et tu vois, aujourd'hui, je reçois une 60aine de demandes par semaine pour passer sur Serial. Mais du coup, je réponds à 1 à 2 max, en fait, parce que avant ça, je vais voir un peu le contenu que l'entrepreneur propose déjà sur ses réseaux, etc. Okay. Et puis après, ça va se faire sur un coup de tête, quoi. J'adore. Donc ça, c'est la première question. Et après, c'est qui mon goal? Naval. Le truc, c'est que je l'ai déjà dit dans plusieurs podcasts. Je sais pas si aujourd'hui, c'est toujours mon goal. Mais en fait, le fait de faire des interviews, d'entrepreneurs, ce qui m'a plus intéressé, c'est le fait de faire des interviews, tu vois, de manière générique, sans forcément parler d'entrepreneuriat, mais avec des gens qui font des trucs. Ouais. Et du coup, il y a une personne qui peut être un goal. Cette personne s'appelle Mouloud Achour, qui a créé un énorme média qui s'appelle Click, qui est un intervieweur incroyable avec ses formats ClickX, mais qui, je sais, est absolument inaccessible en termes de... En fait, il refuse toutes les interviews, tu vois. Donc, peut-être c'est ça qui le rend encore plus... Exactement. C'est une licorne, tu vois. Donc, quand je l'aurai dans le podcast, je prendrai ma retraite et puis je partirai quelque part. Ok, donc on te souhaite pas tout de suite d'avoir Mouloud. Hein. J'ai quand même une dernière question. Pardon, hein, faut pas me laisser le micro pour interviewer. J'aime T'as le droit de ça. Ça fait quoi d'être Forbes 30 Under 30? Oh, je l'ai pas forcément réalisé dès le départ, mais ça m'a apporté beaucoup d'opportunités. Ouais, et dans ces opportunités, forcément, des rencontres de ouf, des mails de ouf, et du coup, tout ça crée des rencontres méga stylées. Tu vois, encore une fois, comme tu disais, l'humain, ça permet des rencontres assez ouf. C'est déjà très bien, tu vois. Non, c'est très stylé, bravo, d'ailleurs. Et ça apporte de la légitimité aussi à quelqu'un qui potentiellement a eu un syndrome de l'imposteur, tu vois, au début de l'aventure. Ça apporte un peu de légitimité, et puis et voilà, c'est toujours bon à prendre. Maintenant, tout le monde sait que tu pèses. Tout le monde sait. 2 dernières questions. Est-ce que tu as 2 entrepreneurs à me conseiller pour de futurs épisodes? Une femme et un homme. Ouais, bah moi j'ai une fascination Kenza Keller, hein, la fondatrice de Talm, To All the Mamas, qui est une femme que j'adore, qui a le cœur sur la main, qui est une vraie méga super entrepreneuse. Et un homme entrepreneur que tu n'aurais pas invité déjà. Serge. Ouais, non mais Serge, il voudra jamais. Serge ou Mika, son frère qui est le président, non, ils voudront pas. Mais ouais, creuse sur les dirigeants d'American Vintage, ils vont taper. Mais non, je leur enverrai cet extrait. Ouais, merde. Ma dernière question que je pose sur chaque épisode, c'est quoi pour toi une ou un entrepreneur? C'est quelqu'un qui a pas peur d'y aller. Enfin, si, qui a peur, mais qui y va quand même. C'est quelqu'un qui sautera dans le vide là où personne n'a envie d'aller et qui se dira bon en fait fine, j'y vais. Quelqu'un qui sait les prendre ses risques et pour qui cette phrase pour être prêt à tout gagner faut être prêt à tout perdre, elle sonne pour de vrai comme étant quelque chose qu'ils sont capables de faire. Moi je pense que je suis une très mauvaise chef d'entreprise, mais je suis une entrepreneur et j'en ai rencontré
qui sont le dénominateur commun des vrais entrepreneurs, c'est ça. Du coup, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que c'est qu'une question de risque, l'entrepreneuriat. Ce seront les mots de la fin. Et pas de risque, pas d'histoire. Exactement. Merci beaucoup Marina. Merci pour cet à échange. toi, c'était trop cool. J'espère Merci que ça François. t'a plu. J'espère que toi qui nous as regardé et écouté, ça t'a plu aussi. En tout cas, j'ai trouvé ça très très cool. On mettra tous les liens en description et on te souhaite un maximum de kiff et je pense que ce sera déjà très bien. Tout pareil. Merci François. Salut. Salut. Merci d'avoir regardé et écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Encore un grand merci au Soli Hotel de nous avoir accueillis pour cette série d'épisodes et on mettra évidemment tous les liens en description. Je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode.